c'est vrai que peuple congolais, plus jeunesse congolaise, ils ont vraiment perdu. Tous les jeunes autozokola, naza entre 18 à 25 ans, le jeune autozokola sont pourtant baba droit nabiso, ba priorité. Quels sont nos droits, nos priorités? Quels sont les besoins fondamentaux? Tous vivre le quoi banyama baimante. Alors moi je veux plus to sangana, to sa force pour na avenir ya lobby. On ne fait pas que bao boyana simanabiso, balikana obiso to lekinango. Nous avons droit aux soins, nous avons droit à l'éducation, nous avons droit na éthique, tous en a droit na nyonso. To limite au vivre comparable na ba jeune au ba opportunité aux à la libanda ya mboka. Soutenons-nous, ayons l'espoir aussi, l'amour, la patience entre nous aussi, le pouvoir, c'est ça. Toi qu'on en a vouloir, mais surtout on a pouvoir, on peut rien faire. Par rapport à la politique, nalingi vraiment, n'a à la partie à moi quand il y a ba jeune on a ça exemple. Naba oba ozanasi manangai que toté les matos lutter contre mon pays. Un petit proverbe on a coopé ça là jeune congolais pour na soutenir un beau cannabiso parce que le feu brille plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. Soutenons-nous, aimons notre pays et ayons le pouvoir et la force de combattre et de se battre pour nos droits et priorités. Je vous remercie. Merci. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est l'homme congolais. Ne l'errons pas. On va dire l'Occident, on va dire l'homme blanc. C'est nous. Je dis bien, y compris moi. Le problème, c'est nous-mêmes. Et quand je dis nous, je vais parler de la discipline. J'ai dit tous les Congolais, y compris moi, nous sommes des indisciplinés. Il est difficile de convenir avec un Congolais de faire une chose, de se donner rendez-vous à 12 h et qu'un Congolais se présente à leur prévu. Ou de dire, nous allons mener ce projet pendant 2 ans pour arriver à tel résultat et que vous y parvenez. C'est très difficile. C'est bien que, quand vous regardez très bien, je me dis, pourquoi on veut se comparer aux États-Unis ou à la Belgique? D'abord, comparons-nous en nous-mêmes en Afrique. Allez, faites une comparaison entre le Congo et même le Sénégal. Le Congo et le Ghana. Vous allez voir que tous ces pays sont devant nous. Alors, il y a un moment où je me disais, c'est une malédiction de la peau noire. Mais non, mais ce sont des noirs comme nous. Donc, il ne s'agit pas de la malédiction. Il ne s'agit pas non plus d'un problème congénital. C'est tout simplement que les Congolais, nous sommes indisciplinés. Dès lors, que faire? Ndeko avait parlé de la révolution bolchevique, mais j'aime bien parce que Lénine aussi, pour faire cette révolution, il s'était posé une question alors qu'il était en prison. Que faire? Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes tous des indisciplinés. Moi, la discipline ici, je la conçois dans le sens où, par exemple, vous êtes là, Conseil national de la révolution, vous prenez une décision que nous, là, nous allons révolutionner les mentalités. Et vous êtes à 7, au bout de 2 mois, vous restez à 5. Au bout de 6 mois, vous êtes à 4. C'est un peu l'esprit Wenge. Nous sommes tous dans cet esprit Wenge. Quant à moi, vous me voyez là, je préfère un peu rire. J'ai discuté beaucoup avec ces initiateurs. Je crois qu'on a eu des discussions énormes qu'on n'aura pas pour que je me joigne à eux. J'ai analysé, moi j'ai fait 25 ans de vie quotidienne dans l'UDPS. 25 ans de vie quotidienne. Je n'ai jamais fait d'autres travail en Belgique. Je ne me consacrais, si vous allez chez moi, c'est plein des histoires de l'UDPS. Et c'est moi qui ai convaincu Étienne Tshisekedi de prendre son fils. Que s'il mourait, nous allons nous disperser dans le monde entier, on n'aura rien. Comme il a un fils qui s'intéresse à la politique, qu'il le mette, les jours où il n'est pas là, nous on va se mettre autour de lui. Pour convaincre, j'ai fait 2 heures, j'ai transpiré. Félix était là, sa mère était là, et Bona, leur cousin. Quand j'ai fini de parler, Bona a applaudi. Bravo.
Donc moi, je ne fais pas de politique pour des raisons personnelles. Je fais des politiques par pitié. Une question peut-être, comment vous allez les aider finalement? Parce que c'est vrai que vous êtes un ancien, vous avez travaillé sur la ligne de pêche, tout ça, mais vous allez les aider comment? Mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. En esprit. En esprit? En esprit. En tout. En tout. Ouais, je peux comprendre. Oui. Attends, je termine. Oui. Puisque beaucoup de gens chez nous ne savent pas le véritable endroit où se trouvent les causes. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Tu vois comment on appelle la civilisation européenne? On dit elle est d'essence judéo-chrétienne. C'est le message du Christ qui a fait de ces États ce qu'ils sont. C'est l'esprit. Donc moi je suis là, je ne suis pas un enseignant. Ils sont des universitaires ces gens. Ils savent. Ils ont besoin seulement d'expérience. Moi je vais leur dire, ils vont faire un programme, je vais leur dire comment nous allons faire pour passer de l'esprit aux principes, aux valeurs, et des principes aux lois. Des lois au projet. Ouais. Je vais leur donner la démarche, c'est-à-dire l'approche méthodologique. C'est ça que moi j'ai à leur donner. Petit Chomongo, une question quand même. Bon, peut-être à moi Lingala, parce qu'il faut quand même collaborer. Moi Lingala, trop français. Dans le discours là au lobby, Bozo s'inscrit dans une démarche révolutionnaire, mouvement révolutionnaire. C'est un peu ça, un mouvement révolutionnaire. Bon, c'est vrai que ça fait quand même longtemps, Bozo a dit qu'on agir déjà à la diaspora, mouvement combattant, tout ça, au Bunda. Parce que démarche au lobby, mouvement révolutionnaire, Bozo a koutalango sikoyo. Bakisho na bini kozala nini et puis vous allez organiser des pour mener mouvement la bino parce que est-ce que vous allez coopérer à la diaspora ou alors il y aura aussi une branche sur place d'intérêt parce que je crois que les choses aussi doivent changer sur place et à la diaspora mara libanda ko marché ko ganga libanda mais je crois que travail c'est sur terrain. Comment vous allez faire? Bon, quand on parle de la révolution, on entend la révolution de l'esprit. Oui. On dit combat autour articulé autour de la résistance contre un système où ils ont un combat contre un système tel. Mais maintenant, l'homme congolais n'a pas été à un niveau, il a co-révolutionné aussi mentalement, culturellement beaucoup de choses pour que là, tu as esprit patriotique, on a au-delà de tout ce qu'on peut amener comme un combat. Parce que la résistance est un combat parmi tant d'autres. Le combat politique est un combat parmi tant d'autres. Mais la révolution de l'esprit, le peuple congolais a fait révolutionner, à latina âme révolutionnaire. Ça veut dire que Nyonso et Koya a une capacité en monde. On n'a pas besoin de créer des branches au Congo. Parce qu'au Congo, il y a des vaillants. Fédéré. On a un de Koepenge. Aouti Kinshasa hier aye lokaliboso combat na ndeni na mobiliser ndeni na banana diaspora ndeni na ba manifestation. On a vu Nico Maenge le faire autant. Donc ils n'ont pas eu besoin de créer des branches à nakati diaspora pour que le message n'a pas pesé. Aye il est dans la dynamique d'action, dans la continuité de ce qui existe. Donc, nous, dans la logique de la révolution, tu as créé clivage entre Bissona et Bango. Bango, ils sont outillés là-bas, ils connaissent. Puis tu m'as dit la jeunesse, tu as allé à Toyebi, à Amiens, tu as néni, tu as fédéré, la synergie, mais en apportant de plus qu'on peut avoir. Papa Lobaki, ils ont un regard interne. Et nous avons un regard externe. Tout ça, ici, regard interne et externe. Tout ça, on devient plus fort. La logique, il y a un clivage, il y a battu contre boé, nani boé, nani boé. Tout le monde comme un esprit, comme un esprit à peuple. Tout le monde a bitumba pour apporter changement et au-delà de la personne. Donc, au-delà, et là, plutôt par rapport à la révolution de l'esprit idéologique, de moyens, machin et tout, nous, au niveau de la diaspora, nous avons suffisamment de moyens. On a suffisamment outillé dans ma Makamutali, Belé, tout ça, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais on va essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons apporter en plus Nabitumba, je vais essayer d'emporter un peu le chemin c'est important. Parce qu'en fait, au-delà de la révolution de l'esprit, nous, tous avons besoin pour renverser table. Il a dit quelque chose d'important. Le peuple congolais, sur le plan anthropologique, citoyen congolais, Azana Nouné Tikara Mas Mouroubo.
il n'a pas compris conscience de sa valeur. Il y a la responsabilité sur étendue à territoire. D'autres travail, c'est aussi ça. Travailler cet esprit, la révolutionner, donc voilà, à comprendre, à comme citoyen, à comment revendiquer le droit naïf. Qui est sur le monique, non? Il y a un exemple simple. Je vais donner un exemple. Un exemple pratique. La chose publique est là et l'État. Dans le Congo, tout le monde a dit ceux qui pressent intervenir. Par exemple, les épilés. Maman et moi, ils ont été inaugurés. Maman et moi, ils ont pas mal de tête. Mais quelques jours, total, il y a une image de Sima. Maman et moi aussi, il a été. L'image du peuple à Monion. Comment le peuple a rendu bon, on a du maquis. Il y a des billets, qui peut inaugurer en fantaisie pour tout le monde préparer et comment on a une élection. Quelques jours après, il aura des salles. Donc, tu mens un peuple comme ça. Par exemple, la bon, c'est Bélé. Ceux qui arrivent dans le monde, ils ont sorti l'argent, le budget, peut-être que c'est un martelé. Et si il était bon, il y a 100 jours, le monde a produit 100 jours. Ça c'est un projet après fabriqué. Il y a espace banda kwa bandi. Ça c'est un banda. Mbongo Iliami, Mbongo Ibimaki, juger Batango, quand il présent dans la fantaisie, les fameux Vital Caméré, quelques jours après Abimi, il se retrouve ministre de l'économie, il se retrouve aujourd'hui président du Parlement et la Chambre basse. Personne. Donc nous ne sommes pas encore un peuple. Dans le cas normal. L'article 64 Article 64 linéa 1 autorise le peuple à mettre chaque individu qui exerce le pouvoir par la force, par la violation de la Constitution. Félix a voté 7 jours. Article 63 les autres peuples congolais a dit ça contre l'agresseur et Yamboka. Avec l'agresseur, ils ne fait rien. Donc je résume par là pour dire que la révolution est à esprit et ça aussi pour nous comme la capacité à ticket à transport et mati bimi gouvernement révolutionner un peu l'esprit dans ce sens là. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, chers distingués invités, chers membres de la presse et chers membres des différentes organisations de la société civile congolaise, ainsi que différents politiques qui sont ici. Content de vous avoir avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du CNR, Conseil national de la Révolution, qui est une nouvelle organisation au sein de la diaspora combattante d'Europe,
qui, voilà, qui, comme avant, milite toujours pour l'avènement de l'état de droit et de démocratie au Congo. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans notre organisation de la résistance combattante, nous franchissons un pas. La nouvelle organisation a un côté politique et un côté combattant. Voilà ce qui est de nouveau. Donc, en ma qualité de chargé de l'organisation interne du mouvement, donc, je me permets aujourd'hui d'être devant vous et de présenter ce mouvement en liminaire. À ma gauche, vous avez M. Mbouyi, qui est le président du Conseil national de la Révolution. À côté de M. Mbouyi, vous avez l'activiste Pichu Chomongo, qui est le secrétaire national du CNR. À l'extrême gauche, vous avez M. Médard Mboula, ancien militaire, notre expert militaire, qui est chargé de tout ce qui est nos questions militaires. À ce titre, il est le commissaire chargé de relations avec l'armée extérieure. Et à ma droite, enfin, vous avez M. Pichu Maele, un activiste connu de la résistance, qui est chargé de la jeunesse. Il est donc le commissaire général chargé de la jeunesse, enfin le commissaire chargé de la jeunesse au sein du CNR. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Mbouyi, qui est le coordonnateur en chef du CNR, pour nous expliquer un peu l'exposé des motifs de notre mouvement, ses objectifs et le bien fondé de cette organisation. Merci. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, amis de la juste cause congolaise, nous tenons à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à cette cérémonie solennelle de sortie officielle du Conseil national de la Révolution, qui est un groupe composé de jeunes gens de la nouvelle génération congolaise qui ont vécu presque toute leur vie à l'étranger. Et c'est important de souligner cela. Et c'est pour la première fois que les jeunes de la diaspora congolaise décident de mettre en place une initiative politique pour essayer de s'impliquer résolument dans la crise politique et humanitaire qui prévaut dans notre pays depuis plusieurs années. Depuis toujours, la jeunesse de la diaspora a toujours été associée aux politiciens ou des partis politiques venus du Congo. Cette fois-ci, l'initiative vient d'eux, mais ils ont fait référence à certaines personnalités comme moi pour la guidance, une guidance spirituelle et morale, tout simplement. Mais l'initiative vient d'eux. Et la plupart d'entre eux ne connaissent pas davantage en détail la situation du Congo, puisque c'est le contexte historique qui justifie l'émergence de ce groupe. Mais avant d'aller plus loin, je vais parler des crises politiques et humanitaires. Nous tous, surtout moi qui viens du Congo, je connais les souffrances et les vicissitudes du peuple congolais. Et les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes, toute forme de délit, on les trouve dans notre pays. Le vice public. Alors c'est partant de tout cela que je demande à cette auguste assemblée de s'élever et d'observer une minute de silence avant qu'on entre dans les choses. Merci. Tout le monde sait, et ce n'est un secret pour personne, que la situation du Congo est une tragédie. Une tragédie. Et les enfants du Congo n'ont jamais connu véritablement de paix.
depuis 1960, où on a dit qu'ils étaient indépendants. Et c'est le contexte historique du Congo qui justifie cette initiative. Mais où commencer? Je me suis posé la question, où fallait-il commencer? Il fallait commencer au traité de Berlin de 1885? Est-ce qu'il fallait, c'était l'État léopoldien? Fallait-il commencer lors de la succession d'États entre le roi et l'État belge en 1909? Ou fallait-il commencer en 1960? Tous ces faits sont liés. J'ai décidé de commencer en 1960. Et en 1960, moi j'avais 10 ans et j'étais à Léopoldville. Et j'ai fait le défilé du 30 juin 1960. Et je sais donc ce qui s'est passé dans ce pays, puisqu'il est plus jeune que moi. Le pays a 64 ans, moi j'en ai 74. Donc, avant d'expliquer la raison pour laquelle je suis content d'être avec ces jeunes gens, j'aimerais d'abord vous expliquer les causes de nos problèmes. Puisque si tu veux résoudre un problème, tu dois en connaître les causes. Les causes les plus profondes, sinon tu ne sauras jamais les résoudre. Tu peux faire un siècle, un millénaire, tu ne sauras jamais les résoudre. Alors comme ces jeunes gens qui ont pris cette initiative, qui doit devenir immense, et je le sais, et je le sens, ils ont besoin de l'historique de leur pays. Mais l'historique commence en 1960. Mais 1960 est lié à 1909. Et 1909 est lié à 1885. Et en 1885, lorsqu'ils se sont réunis à Berlin, ils ont dit, puisque Léopold avait peur qu'on lui arrache cet immense territoire, il voulait des garanties. C'est lui qui était son lieutenant, était anglais, mais qui vivait aux États-Unis. Henry Morton Stanley. En principe, ce pays-là, notre pays, serait une colonie portugaise. Puisque c'est en 1482 que le Portugais Diogo Cao est arrivé à l'embouchure. Mais il n'a pas su remonter à cause des cataractes. Il est resté à l'embouchure. C'est comme ça qu'il a pris le royaume Congo qui était à l'embouchure et l'Angola. Mais il était dit aux souverains, ils ont dit, les pays souverains de ces territoires doivent veiller au bien-être et à l'épanouissement des populations autochtones. Mais, contrairement à ce qu'on vous a dit, puisque moi j'entends, je suis dans les réseaux sociaux, les jeunes du Congo disent papa Nabiso Babundagi pour besoin d'indépendance. Non, l'indépendance du Congo n'est pas une initiative congolaise. Ce n'est même pas l'initiative des Belges. L'indépendance du Congo intervient dans le cadre de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient besoin de l'Amérique pour les aider à faire partie des troupes allemandes qui avaient envahi leur pays. Et c'est Churchill qui est allé voir le président américain pour discuter avec lui. L'Amérique a dit, dans les conditions pour que je vienne, vous devez décoloniser tous les territoires que vous avez. Pourquoi? Puisque l'Amérique, tout le monde entier appartenait à l'Angleterre, à la France, un peu aux Hollandais et à la Belgique. Et ils avaient des difficultés de commerce vers la Chine et le Japon. Et ils avaient aussi des difficultés de commerce de ce côté ici. Donc la Belgique a imaginé
quelque chose que moi, aujourd'hui, avec le recul, je regrette. Elle devait garder l'influence dans sa colonie. Alors, comment faire? Elle a commencé d'abord par un plan d'investissement massif dans l'économie et dans le social au Congo, dans sa colonie. Puisque vous devez savoir que la colonie belge n'a fait que 52 ans. Mais au Sénégal, c'est 3 siècles. Et vous verrez que la mentalité n'a pas la même qu'au Congo. Et il n'y avait pas de cadre. C'est les Blancs qui faisaient tout. Les Congolais n'étaient que des subalternes, des auxiliaires, des cadres blancs. Donc il n'y avait pas de cadres nationaux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors ils ont imaginé comment garder leur influence. Alors, toutes les cités là que vous voyez ont été, les 3 universités, c'est après 1950. Lovanium, 54, et Elisabethville, 56, et je crois Stanleyville, c'était déjà après l'indépendance. Donc les 3 universités. Jusque-là, il n'y en avait pas. Donc à l'indépendance, il y avait plus ou moins 9 ou 10 cadres universitaires, fraîchement sortis de l'université. Puisque je crois que les premières universités sont sorties, non, je crois que c'est vers 57. Là, et il fallait maintenant faire un plan, c'est la table ronde de Bruxelles. Mais pendant cette période des années 50 jusqu'à 60, il y avait un vent terrible sur le plan africain pour, comment on dit, pour l'indépendance et l'autodétermination du peuple colonisé. Et en Afrique, on avait 2 grands leaders. C'était Kwame Nkrumah du Guinée et celui du Ghana, Nkrumah. Kwame Nkrumah de Ghana et Sékou Touré de Guinée. Excusez-moi. Alors, ils avaient tellement de l'envergure que pratiquement tout le peuple africain voulait l'indépendance. Et moi, j'ai vu des gens qui ne savaient même pas, ils croyaient que l'indépendance, c'était un être humain. Comme exactement les Juifs attendaient le Messie pour venir les libérer des Romains. Le vent de libération était tellement fort que le programme que la Belgique avait prévu, qui était un bon programme, pour moi, maintenant avec le recul, je constate que c'était un bon programme, puisqu'on n'était pas à mesure de nous gouverner en 1960. On ne vous trompe pas. On n'était pas à mesure de diriger un État moderne. Et tous ces hommes politiques qui étaient des clercs, avant, avaient été socialisés dans le traditionnalisme, dans les us et coutumes traditionnels, dans nos coutumes. Ils n'avaient pas été socialisés dans un État moderne. Et c'est ça la différence avec eux. C'est pourquoi ce sont eux qui vont amener le changement chez nous. Alors peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, mais moi je suis là pour leur mettre ça en exergue. Tu ne peux pas rendre un État moderne si tu n'es pas une élite modernisatrice. Tu ne sauras pas. Donc, sachez que le gouvernement de Kasavubu de 60 à 65, il y avait l'anarchie. Il faisait que se disputer. Alors, comme Lumumba venait de faire un discours virulent ces jours-là, le même jour, la sécession est prononcée. La sécession du Katanga et la sécession du Sud Kasaï. Donc le pays était morcelé. Et les Rwandais, que vous voyez aujourd'hui, en avaient profité. Ils étaient à Rutshuru. Toute cette partie de l'Est était occupée. Et les partis qui avaient fait la coalition avec Lumumba sont allés faire leur gouvernement à Stanleyville. Gizenga et Gwenye, Soumialo, ils ont fait leur gouvernement à Stanleyville. Et il y avait des guerres intertribales partout. Et ça a commencé même au Kasaï en 58.
Donc le pays était ingouvernable. Le seul lieu où il y avait la paix, c'était Léopoldville et le Bas-Congo. Au Bandundu, il y avait la rébellion. Puisque ces gens-là étaient des coalisés de Lumumba. Et on a envoyé les troupes de l'ONU. Donc les troupes de la MONUSCO que vous voyez aujourd'hui, il y en avait déjà en 61 jusqu'en 64. Et on ne faisait que réunir les hommes politiques congolais qui ne s'entendaient jamais. Ils se disputaient tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté de soutenir ces jeunes gens. Puisque notre mentalité est encore archaïque. Elle est encore plus archaïque aujourd'hui sous Félix-Antoine Tshilombo. Et sous Félix-Antoine Tshilombo, c'est tous les vices qui se sont accumulés depuis 1960 ont atteint le point culminant. C'est l'anarchie totale, si bien que nous n'avons ni droit, ni loi, ni foi, ni État, ni république, ni démocratie. Tout ça, c'est un décor. Tous ces organes que vous voyez, c'est un décor. Il n'y a rien d'État moderne chez nous. Donc, là, vous êtes dans l'obligation de vous préparer pour créer un nouvel État moderne. Il n'y en a pas. Nous sommes dans l'anarchie totale. Alors, face à ces deux problèmes, le problème de l'incapacité de pénétrer la société moderne et le deuxième problème que nous avons, c'est la domination politique extérieure. Comment pouvons-nous résoudre ce problème-là? Le problème de notre incapacité à intérioriser les schèmes de la culture moderne. Comment allons-nous faire face à la domination politique extérieure? Puisqu'au Congo, on n'a jamais élu un chef d'État. Tous ces chefs d'État, à part Kasavubu, qui est le produit de l'entente entre la Belgique et le Congo, c'est un compromis. Les autres sont désignés par l'administration américaine. Mobutu, Kabila 1, Kabila 2, Tshilombo. Ce n'est pas... C'est une mystification, l'élection présidentielle. C'est faux. Alors nous, on fait la campagne, on va... Non. C'est l'Occident qui a les derniers mots pour les choix du président, de celui qui va diriger le Congo. Et quand vous voyez Félix faire des démarches pour prolonger, ça ne vient pas de lui. Félix respecte une feuille de route, puisqu'il n'a pas de légitimité. Ce n'est pas lui qui a été élu. On l'a pris pour lui faire un programme qu'il doit obéir, auquel il doit obéir. Alors, nous avons cette difficulté. Aujourd'hui, au lieu de partir de la société traditionnelle, nous devons partir de l'anarchie, puisque nous ne sommes même plus dans la société traditionnelle. Nous sommes perdus, égarés. Nous ne savons pas quelle est la ligne de conduite que nous devons suivre. Et c'est la raison pour laquelle j'accorde beaucoup d'importance à la jeunesse congolaise de la diaspora. Puisque elle est socialisée dans les schèmes de la modernité. Donc, sans même le savoir, vous intégrez en vivant avec l'homme blanc, vous intégrez ces pratiques de manière inconsciente. De sorte que, même si tu ne vis pas avec les blancs, ou tu vis pas, le fait d'aller à leur école, le fait d'aller dans leur université, le fait de travailler dans leurs entreprises, vous acquérez une forme d'organisation moderne. De sorte que quand vous arrivez au Congo, on va te détecter sans même que tu parles. Pourquoi? Puisque tu n'as pas été socialisé comme les anciens politiciens congolais dans les schèmes de la tradition. Et puis tu n'as pas vécu l'anarchie. Alors, puisqu'il faut résoudre les problèmes de mentalité. Et les problèmes de mentalité est culturel. Et qui dit culturel, dit spirituel. Donc, c'est eux, là, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne,
qui sont en Hollande, qui sont dans tous les pays occidentaux, en Amérique, au Canada, en Australie, c'est cette jeunesse-là qui va apporter le changement. Ce n'est pas la jeunesse qui est là, qui est comme dans un vase d'eau chaude avec un couvercle. Et il bouillonne dans ce vase-là, sans voir qui met les braises. C'est qui met la flamme. Mais quand vous sortez, vous regardez le vase, vous voyez qui met les flammes, qui met les braises, qui met le bois, pour que le vase... Voilà. Donc vous les voyez. À partir d'ici, vous avez un regard de votre pays, vous les voyez de loin, et maintenant, vous les connaissez mieux. Moi, je peux vous dire que quand j'étais au Congo, je suis venu ici à 39 ans, c'est deux personnes. C'est lui qui a vécu au Congo pendant 39 ans, et celui qui vit ici depuis 35 ans, c'est deux personnes différentes. Ce n'est pas la même personne. Et c'est encore davantage, puisque moi j'ai encore des aspects de la culture de Mobutu, puisque c'est là où je passe. Mais eux, non, ils n'ont pas ça. Donc ils doivent savoir ça. Ils ont un rôle historique à jouer dans notre pays. Donc ça, c'est par rapport à la première problématique. La deuxième problématique, c'est la domination extérieure. Et nous n'avons jamais mis dans notre tête que nous avons été conquis. Nous avons été conquis. Il y a un conquérant qui nous a conquis et qui nous a soumis à sa civilisation. Et c'est lui qui dirige le monde. Mais toi, tu les rejettes. Tu les rejettes. Mais lui sait que c'est lui qui t'a conquis. Toi, tu es le premier occupant. Il sait qu'il a des droits qu'il doit respecter, puisque tu es le premier occupant. Mais lui, il est le conquérant. Donc, vous devez composer. Et quand vous voyez les textes que les Belges ont fait en 1960, ils ont fait une articulation entre deux légitimités. La légitimité extérieure qui est dans la main du roi et la légitimité intérieure qui nous appartient. C'est comme ça qu'on nous dit, vous faites d'abord vos élections, c'est parmi les gens qui ont été élus que nous allons choisir celui qui va diriger. Mais celui qui va promulguer, celui qui va diriger, c'est le roi. Donc, c'est une articulation entre une double légitimité. Il y a une légitimité externe et une légitimité interne. Ce que je voulais dire, c'était le contexte global qui fait. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président, Trump. Il est venu avec un nouveau paradigme qui correspond exactement à ce que le Conseil national de la Révolution veut. C'est le paradigme de l'amour de la patrie, des patriotes, c'est-à-dire ceux qui aiment. Alors nous devons nous insérer là-dedans, puisque l'objectif de ces groupes, le Conseil national de la Révolution, c'est fédérer, c'est puisque ça s'appelle Conseil, c'est fédérer tous les enfants de la patrie qui sont dans la diaspora. Ce qu'eux, ils vont faire ici, les autres aussi doivent le faire. Pourquoi? Puisqu'il faut maintenant résoudre le problème de la domination politique. Il faut parler aux conquérants. Il faut lui dire que voilà ce que vous avez écrit dans la Charte des Nations Unies. Voilà ce que vous avez écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous voulons aussi vivre comme ça. Nous voulons, en partenariat avec vous, construire un nouveau Congo. Nous ne vous excluons pas, mais nous vous demandons de nous considérer comme des êtres humains et de construire avec nous un État. Voilà ce que veut faire les groupes que vous voyez à côté de nous. Je dis et je vous remercie. Merci. Puisque j'ai été porté à la présidence du CNR, après ce mot d'introduction, je déclare ouvert la sortie officielle du Conseil national de la Révolution. Merci. Merci. Je vais donc passer la parole au secrétaire général de notre mouvement, M. Bichu Chomongo, qui nous exposera, enfin, de manière succincte en tout cas, l'organigramme du CNR et
en passant, il donnera aussi quelques observations par rapport à nos objectifs pour le CNR. Ouais, merci pour la parole. Donc, pour rappel, je précise quand même que nous avons défini 3 points. La déclaration solennelle qui a été faite par Pierre Mbouy. Même là, on va rentrer dans les questions essentielles qui sont éventuellement la mobilisation de la diaspora, ce qu'on attend, en tout cas ce qui vise la démarche essentielle du CNR, le bloc révolutionnaire, sur ce qui peut être le rôle de la diaspora. Ça va être un point essentiel qu'on va revenir et on verra éventuellement l'articulation sur ce qui peut être constitué comme structuration organisationnelle du CNR. Ça, on fera ça brièvement, mais quoi qu'il en soit, les documents de presse ont été distribués déjà. Nous n'avons pas assez de temps pour aller dans le détail. La charte est mise en disposition de tous, donc on pourra éventuellement aller plus loin dans ce qui peut être essentiel et tout. Donc voilà, on parlera brièvement. Et il y avait un 3e point qui était les lancements du front Touche pas à ma constitution, changeons Félix Tshisekedi et non la constitution. Et vous remarquerez, nous avons Presse Penge, qui est une figure emblématique de la politique congolaise, la politique révolutionnaire. Tout à l'heure en voiture, on échangeait avec lui, il parlait, ils sont vraiment en guerre politique. Donc il reviendra, on lui laissera le plateau et il va essayer aussi d'expliquer, en tout cas à la diaspora, le sens essentiel de ces combats qui aujourd'hui nous fédèrent, nous mettent tous ensemble. Il y a eu une manifestation à Bruxelles le 2 novembre, il y aura une autre manifestation le 7. Presse Penge est venu pour se joindre à nous, pour participer à cet événement-là, mais aussi pour mobiliser la diaspora, afin que nous puissions avoir le même combat et qui sera, ce que Papa Mbouya dit, le combat de la diaspora qui fera en sorte que le regard que nous avons, le regard de l'extérieur, permettra à ce que ceux qui sont à l'intérieur puissent mieux articuler et de manière synergique, qu'on puisse travailler en symbiose pour que le résultat puisse... pour que ça puisse être palpable. Donc, Presse Penge, en tout cas dans la 2e partie, on lui laissera, il va s'exprimer à la diaspora, il va faire de grandes lignes sur ce qui a été au niveau du paysage politique ces derniers temps, mais aussi il va appeler la diaspora à être présent à la manifestation du 7. On sera tous là à Paris cette fois-ci, et il y a Nico Maïngele qui est là aussi pour mener ces combats-là, même si, bien qu'il soit malade et tout, mais il a décidé en tout cas de prendre part à cette manifestation du 7 que nous appelons de tous nos voeux et que nous voulons faire que tous les Congolais puissent prendre part. Donc voilà, pour revenir à ce qui m'a été demandé, de parler un peu de l'organisation structurelle, vous devez retenir que le bloc révolutionnaire est une organisation de la diaspora. C'est une organisation des forces politiques et sociales, de personnalités politiques, de la société civile, toutes les personnes aujourd'hui qui estiment que le Congo a besoin d'un changement. Et le changement doit commencer aussi par ce qui peut être le rôle de la diaspora qui, nous savons, incarne des valeurs, qui incarne un combat. En tout cas, depuis une dizaine d'années, la diaspora a été très présente dans la vie politique, dans les combats, ce que nous avons appelé de la résistance politique, et continuons à se battre parce que on a besoin d'un vrai changement, et ce changement-là partira aussi par le vrai rôle, par la responsabilité de la diaspora, dans ce qui peut être soit financière, dans ce qui peut être matériel, mais aussi dans la logique et dans le combat de la conscientisation culturelle, tel qu'il a dit Papa Mbouy. Parce que, oui, les combats aujourd'hui que nous devons mener passe essentiellement aussi par le combat de la culture, par le changement de la mentalité, et tout ça demande à ce que la jeunesse, on a une jeune qui est parmi les hommes, la seule et l'unique jeune qui est là, qui a accepté de participer à ces débats et qui veut joindre à ces combats-là. Ça, c'est l'avenir de demain, et ça aussi, on doit encourager. Et sur ce, nous estimons que nous, en tout cas, du moins, chacun avec sa tranche d'âge peut léguer, peut donner la chance à chaque personne pour que le combat que nous voulions mener puisse être vraiment le vrai combat qui nous amènera vers une solution à la fois politique, mais aussi populaire. Voilà, pour cette année 2025 qui, pour nous, sera une année où ça passera, où ça va casser. Donc voilà, donc en gros c'est ça. Notre organisation est une volonté de la diaspora. Ça fait depuis
2023, qu'on est là-dessus, qu'on nous parle, on en fait de réfléchir, voir comment construire une synergie et qu'on soit, en tout cas, qu'on sorte dans une démarche ordinaire qu'on a toujours fait, parce qu'il y a eu beaucoup de structures qu'on a créées depuis ici et là. Et là, plutôt, on est dans une démarche d'un mouvement révolutionnaire. Donc, on se veut être une dynamique d'action qui a pour objet de réveiller les esprits, de révolutionner la vie politique, à la fois au niveau de la diaspora, de révolutionner la diaspora congolaise pour qu'elle prenne conscience de son rôle dans la société, mais aussi d'accompagner les politiques. On voit après Sepenge qui a quitté Kinshasa pour Paris, pas pour le plaisir de voir la Belgique et tout ce qui peut en disposer et tout ça. Et Penge est venu, en tant qu'acteur, il est dans son combat, il est dans cette obligation patriotique-là d'accompagner aussi la diaspora dans cette lutte qu'on pourra tous gagner. Donc voilà, le Conseil national de la Révolution, qu'on appelle bloc révolutionnaire, a une structuration un peu qui est atypique, qui est un peu qui ne cadre pas avec une définition classique qu'on peut avoir d'une association de fait avec un conseil d'administration et une assemblée générale. Mais nous, on s'identifie à la fois comme étant une structure révolutionnaire qui s'affirme dans tous les aspects de la vie politique. Donc voilà, on pourra parler sur les discussions qui peuvent nous amener à ce que nous puissions mobiliser aussi nos frères militaires qui sont sur place. Et au niveau de la diaspora, nous avons des personnes qui ont été en action au Congo et qui sont venus au niveau de la diaspora et qui ont agi et formé nos différentes écoles, notamment l'école royale militaire. On a Médard Boula qui lui aussi est de la diaspora, mais qui fait ce travail-là de mobilisation, en tout cas dans ce qui concerne tous nos frères qui sont sur le terrain à la fois, pour que nous puissions ensemble articuler et de faire en sorte que l'article 63 de la Constitution, qui en tout cas demande à tout Congolais et qui puisse avoir ses devoirs, nous donne le devoir sacré pour que nous puissions empêcher toute force étrangère qui est sur notre sol et qui peut être là pour nous mettre à mal. Donc il va intervenir aussi dans son volet, ça fait partie de la mobilisation, et nous avons aussi une branche de la mobilisation de la diaspora mais son action c'est la diaspora civile, tout ce qui touche l'économie, les sociales et consorts. Nous allons organiser les moyens pour que chacun dans son domaine de compétences, chacun dans ce qu'il sait faire, puisse être utile au profit du pays. Et donc, dans cette organisation, nous avons 3 structures qui vont assurer notre organisation. Nous avons le Haut Conseil de la Révolution, qui constitue en quelque sorte notre assemblée constituante, notre assemblée générale, notre plénière, mais aussi notre parlement révolutionnaire, s'il faut dire ainsi. Nous ne sommes pas, on ne s'identifie pas comme une structure qu'on pourrait dire un gouvernement en exil. Nous ne sommes pas un gouvernement en exil parce qu'on n'a jamais été en fonction sur place. On ne peut pas s'identifier comme un gouvernement en exil, mais qu'on se prive de rien. On estime que, on doit aujourd'hui faire travailler la diaspora, structurer la diaspora comme une structure à caractère gouvernemental où tous on se retrouvera autour de valeurs, autour des actions, autour de moyens qui vont être nécessaires pour que par la suite nous puissions accompagner les actions qui sont sur place. Donc, quand on parle de la structuration gouvernementale, il ne s'agit pas de nous substituer au pouvoir en place, tel qu'est défini dans le loi et matière et tout. Non, on se constitue comme une structure, en tout cas gouvernementale, révolutionnaire dans l'esprit, dans la manière de faire, dans la manière de fonctionner, dans la hiérarchisation, dans la définition de nos actions, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit pour le plan social. On n'est pas la première diaspora qui agit dans ce sens-là. La diaspora israélienne est structurée aussi dans ce sens-là, et cette diaspora, en tout cas, agit et finance le développement d'Israël en tant qu'État. Donc cette diaspora-là, au niveau de l'extérieur, est structurée et hiérarchisée, et ça constitue comme une structure gouvernementale, en tout cas dans le sens de la pratique. Donc voilà, et on a vu aussi la diaspora rwandaise qui s'était réunie au sein du Fonds patriotique rwandais, la diaspora Tutsi, qui s'était organisée aussi en structure gouvernementale, et ce qui leur a permis de renverser le pouvoir et de rentrer sur le territoire rwandais et nous imposer ce qui nous impose aujourd'hui. Ça veut dire que
nous aussi, en tant que Congolais, on peut fédérer. En tout cas, quand on parle de la structure gouvernementale, quand on parle de l'esprit gouvernemental, c'est vraiment dans la logique de fédération, de mettre tout le monde dans une même dynamique d'action et chacun dans son domaine de compétences puisse agir, que ce soit sur le plan économique avec nos opérateurs économiques de la diaspora. Comment faire en sorte que tout ce que nous puissions manger vienne réellement de l'économie locale, organisée et financée par les capitaux de la diaspora, par exemple. Avoir nos structures de référence, une banque, machin et tout ça. On peut le faire parce que la diaspora malienne qui est organisée aussi en grande structure, en tout cas gouvernementale, arrive à avoir sa banque, arrive à financer le pouvoir malien aujourd'hui qui est en difficulté financière par rapport à ses postiers, par rapport à sa position géopolitique et géostratégique. Donc c'est sa diaspora qui apporte un sujet. Donc l'organisation de la diaspora à forme gouvernementale ou structurelle, c'est vraiment pour que nous puissions avoir une meilleure dynamique d'action et qui nous permettra à ce que nous puissions agir davantage pour défendre des causes justes. Donc, je vais résumer un peu ça. Donc, l'organisation en soi, on reviendra, comme on a dit, mais là, c'était juste pour que vous puissiez avoir une idée générale de ce qui fonde le bloc révolutionnaire. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Médard. Médard qui est notre chargé de la défense, parce que, comme il a été dit, nous allons, dans le CNR, nous allons essayer de toucher tous les domaines de la vie sociale, de la vie active même du Congo, parce que nous avons compris que le pouvoir en place a fait faillite. Nous essayons, dans la mesure du possible, de se substituer à ce pouvoir qui, finalement, a pris ce peuple en otage. Donc, de l'extérieur, vous avez vu, il a donné quelques exemples, mais je vous dirais aussi qu'avant ça, les bolchevistes, en 1977, ils ont fait exactement la même chose avant de prendre le pouvoir. Donc, nous, notre visée à nous, c'est de sortir notre peuple de cet assujettissement dans lequel il existe aujourd'hui. Donc notre objectif, c'est vraiment renverser la table. Il faudrait que tout le monde garde à l'esprit que c'est ça l'objectif. Nous savons que, de par le monde, toutes les diasporas en général, dans les pays à difficulté, a toujours eu une part prépondérante dans la transformation de ces pays. Et c'est ça, en tout cas, notre démarche. Je vais donc donner la parole à Médard, qui est un militaire de carrière, qui a une expérience aussi à ces niveaux. S'il peut s'adresser à tout ce qui est homme de main, enfin, comment je vais dire, des militaires au Congo, parce qu'ils sont aussi un facteur important dans ce que nous voulons faire au pays. Tous les agents de sécurité. Donc je vais donc donner la parole à M. Médard, qui est un breveté d'état-major, un militaire bien formé, pour donner un message à ce frère-là. Merci, M. Médard. Bonjour à tous. Bonjour. Je remercie la salle club ici de l'Union qui nous a accordé cet espace. En ce qui concerne la défense, je vais dire ceci. La République démocratique du Congo a besoin d'une grande implication et d'un grand engagement de la part de la défense pour permettre à sa population de choisir son destin et son avenir en toute sécurité. En cas de problème ou en cas de menace, de conflit, c'est la défense qui fournit son aide à la population, pas partout où elle se trouve. À ce point de vue, la situation ou bien les changements géopolitiques et aussi les incertitudes plutôt croissantes de la région, notre programme vise à développer une culture stratégique plus proactive et anticipative. C'est-à-dire, on ne va pas toujours laisser à l'ennemi de prendre des initiatives. Mais nous allons créer des processus pour empêcher les actions de l'ennemi. Pour arriver à cet objectif, nous allons trouver un équilibre entre la mission, la capacité, les personnels et les budgets. C'est-à-dire quoi? Les budgets doivent être en fonction de la mission, de la capacité et du personnel. Vous trouvez un militaire qui est au front,
il ne bénéficie pas des budgets de guerre, je peux dire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va prévoir un budget pour les militaires qui sont au front, doit bénéficier des primes, des missions, des primes, des risques. Au Congo, là-bas, nous avons 48 pilotes. Nous avons étudié avec eux ici, ils étaient à Bélarussie et en Ukraine. Il y a des pilotes sans avion. Or, à l'époque de Mobutu, tous les pilotes qui rentraient de l'étranger avaient son propre avion. Et on connaissait aussi ces pilotes par leur nom. Il y avait les gens Kikunda, les Konembo, les Konel, Pelepele, compagnie, le major Masiamuna, le major Madimba, le capitaine Lokoko, le capitaine Makassi, les lieutenants Chimanga, ainsi de suite. On connaissait les pilotes par leur nom. Mais regardez, aujourd'hui, nous avons 48 pilotes sans avion, sans les aires de vol. Au lieu de les envoyer aux étrangers pour faire ce qu'on appelle l'assimilation, on vit de garder les réflexes du pilotage, ils sont là. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, nous allons trouver un équilibre entre la mission, les capacités ou les moyens, les personnels et les budgets. Il y a d'autres unités que vous voyez, je peux donner l'exemple de la force aérienne. Ils n'ont pas des avions, mais ils ont les quotas de carburant. Comme à l'époque de Mobutu, la force aérienne avait les quotas de carburant. Ils ont gardé les mêmes quotas jusqu'à présent. Et pourtant, ils n'ont pas des avions. Voilà les problèmes que nous avons au Congo. Mais notre programme ici vise à équilibrer des situations. Voilà, en prof, je pense, au fur et à mesure, je vais encore ajouter certains éléments. Merci beaucoup, M. Léda. Vous voyez, je vais essayer de passer la parole à Pichu Maele, un grand activiste de la résistance, en tout cas connu de partout. Il s'est toujours occupé de la jeunesse. Mais je mérite quand même, cette fois-ci, si j'espère, enfin, nous sommes prêtés plus par le temps, parce qu'il faudrait peut-être qu'on utilise pas que le français, on a trop parlé en français, il faudrait aussi qu'on utilise le lingala, parce que ceux qui nous suivent dans ces vidéos, je pense qu'à Kinshasa aussi on nous suivra, c'est pas tout le monde qui parle en français, donc on essaie un peu de temps en temps d'introduire le lingala quand on s'adresse à notre population. Donc je vais donner la parole à Pichu, de manière succincte aussi, qui se donne un petit mot à notre jeunesse, la jeunesse d'ici, la jeunesse de Kinshasa, par rapport à l'objectif qui a été souligné ici et exposé. Merci. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole et je salue nos invités et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Comme vient de le dire M. Edimena, moi je suis Pichu Maele, qui est le président du mouvement MRJC, qui est le mouvement de veille et de réveil de la jeunesse congolaise basée ici en Belgique. Et nous sommes membres du CNSR, qui est le Conseil national de la révolution, et qui regroupe tout le mouvement de la résistance ici dans la diaspora. Et si nous sommes là aujourd'hui pour vous, devant vous, c'est tout simplement pour annoncer devant la diaspora et devant la communauté internationale que nous venons de créer un nouveau mouvement qui est le Conseil national de la révolution, qui a pour objectif de changer vraiment la situation dans notre pays qui est le Congo. Si par rapport à tout ce qui a été dit par mes papas Mouy, je remercie vraiment fortement. Et si vous regardez l'histoire de notre pays, vous allez voir que les Congo des années 60, 70 et le Congo d'aujourd'hui, c'est deux Congos différents. Tout simplement parce que, si vous regardez dans les années 60, les anciens politiciens qu'ils avaient hérité de ces pays, ils avaient quand même le sens de la gestion d'un État et ils avaient au moins, ce que je peux dire aussi, les réserves. Cela veut dire qu'il y avait la dignité, la personnalité. Si vous êtes, on vous donne la responsabilité de gérer quelque chose, vous devez gérer pas pour les intérêts personnels, mais pour les intérêts généraux et communs de la population. Ce qui est différent par rapport à nos politiciens actuels que nous voyons, et vous savez ce qui se passe actuellement au Congo, au niveau national. Nous avons une classe politique qui a failli à ses devoirs, qui est incapable de donner ou de sécuriser la population ou dans tous les stades du pays.
Ce qui fait que notre pays est devenu comme une sorte de passoire où tous les étrangers, même les armées voisines, peuvent rentrer au Congo comme ils veulent, ils peuvent sortir comme ils veulent, ils peuvent entrer, piller, assassiner, violer comme ils veulent. Sous les yeux indifférents de notre gouvernement et de la communauté internationale. Nous, en tant que nouvelle génération de la politique au Congo, notre objectif est de changer cette politique. Notre objectif est de faire que ce Congo que nos parents nous ont légué soit vraiment, comme on appelle, un miroir vis-à-vis de la communauté internationale. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays. Un pays qu'on nous dit chaque fois nous sommes riches, mais cette richesse nous ne voyons pas. Nous sommes affaiblis à cause de la classe politique congolaise que nous avons actuellement. Si on ne nous respecte plus, parce que nous avons personne qui peut nous respecter, comment expliquez-vous des petits pays comme le pays que vous connaissez, ils nous font la guerre depuis des années et nous n'arrivons même pas à nous défendre. Vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire notre expert militaire par rapport à la situation de notre armée. C'est la raison pour laquelle nous, avec l'esprit révolutionnaire, la jeunesse congolaise, nous sommes décidés à nous impliquer dans la politique de notre pays. Parce que, si vous savez, ça fait des années que nous sommes battus pour le changement de pouvoir dans ce pays. On a fait des marches de manifestations et des manifestations pour le changement. Mais, si vous regardez aujourd'hui, nous avons fait 200 pas en arrière, mais nous étions déjà en avance. Pourquoi nous sommes arrivés là? Parce que nous avons été trahis. Nous avons été trahis par les mêmes personnes qui ont combattu avec nous ici en Europe. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ont oublié les objectifs que nous avions ici tracés pour ces pays. Si vous regardez aujourd'hui à Kinshasa, tous les criminels qui ont commis des crimes avec l'ancien régime, même actuellement, sont là à Kinshasa et couverts, protégés même, je dirais. Si vous allez à Kinshasa, les peuples congolais, le fils du pays, souffrent plus que les étrangers qui sont au Congo. Comment expliquez-vous? C'est révoltant ce que nous voyons. Si vous regardez du côté de l'Est, les populations dorment dehors, les femmes, les enfants nus, même pas sans nourriture. Et entre-temps, vous avez un gouvernement qui est sur place, qui voit tout ça. Et nous, qui sommes de la diaspora, nous n'allons pas rester indifférents. Si les gouvernements n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est à nous de faire quelque chose pour sauver ces pays, pour sauver ces peuples. Parce que nous sommes face à un grand danger qui court notre pays. Le danger qui court notre pays ne concerne pas que la jeunesse. Nous tous nous sommes concernés. Vous savez que vous avez vu les pluies qui se sont abattues à Kinshasa dernièrement. Vous avez vu des inondations. Mon ami, j'ai quitté ce pays il y a plus de 30 ans. Je n'avais pas laissé mon pays comme ça. Les Kinshasa que nous avons connus, Kin la belle est devenue Kin poubelle. Quand je vous dis poubelle, poubelle, ce n'est pas parce que vous voyez des politiciens avec des costumes, ils viennent avec des discours, je ne sais pas de quelle manière, et vous croyez qu'ils vont rien faire pour vous, et ils sont en train de ne rien faire. Nous devons nous lever pour notre pays. Moi, je vais lancer un message très fort à la jeunesse congolaise de ne pas désespérer. Ils doivent pousser leurs études au plus haut niveau et de profiter de tous les atouts qui sont ici en Europe par rapport à des formations, par rapport aux études, par rapport aux universités. Ils doivent pousser leurs études au plus haut niveau parce que nous, notre devoir est de déblayer le terrain. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Si nous laissons cette jeunesse, dites-vous, demain nous n'aurons plus le Congo. Et la jeunesse est là, doit se lever pour se mettre debout contre tous ces politiciens qui ont failli à leur devoir, tous ces politiciens qui sont en ramification avec des groupes rebelles, tous ces politiciens qui sont en train de vendre nos richesses à des entreprises étrangères sans que nous puissions profiter de cela. Cela doit cesser. Nous sommes déterminés à changer la classe politique congolaise et à changer l'image du peuple congolais et l'image même du Congolais. Parce que trop, c'est trop. Nous devons nous lever. Je vous remercie et je crois que la parole est à Eddie maintenant. À la fin de la conférence de presse d'Abisso, la ligne c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc la parole à Papa Mbouyi, comme ça, après ça le Basouka et puis aussi ça. Bandeko, otondi bino otondi mingi.
ndenge bondimi koya awa koyoka biso tozali bana mboka moko mokonzi moko tozalaka na ye aza koloba na biso papa bo moko mama bo moko bokonzi bo moko toyokana balobi bongo union fait la force toza na pasi mingi na mboka toza na pasi mingi na motema tolingi mbongwana ekota na mboka soki toza na tolemba te po tokomi kolemba toumeli na etumba 40 ans oyo bana yuda basaka na désert tolemba te nouvelle génération ezwa relais ya ba ancien tokende liboso soko tokomi zololo bakobotola biso ekolo wana nde programme ezali bazoya na batraitre muke tokokoma lokola baoyo kuna bana Amerika babotola bango mabele ekombo mabele bapaya alors tosangana bolingo ezala boyokani ezala tokende liboso bino baoyo boye lelo totondi bino kotonda na oyo awuti na Kinshasa aye quand même aye awa alakisa apesa message eza esengo mingi donc tosangana tokende na liboso ngai maloba na ngai ya suka yango wana na pesi bino nguya bokende liboso mboka na biso ebima na pitakani oyo ezali nango banda bambula na bambula na CDC wana. En tout cas, je vous remercie tous.